Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour recevoir Madame Tatiana Deroné. Je vous remercie infiniment, Madame Deroné, d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque d'Anguin. Je remercie également le Centre des Arts de nous accueillir chaque fois. Je remercie Angela Assouline qui a permis cette belle rencontre et Simon Bentoulila pour l'animer. Donc, vous êtes, je vais vous présenter comme à l'accoutumée, avec plaisir. Madame Deroné, vous êtes une romancière franco-britannique, parfaitement bilingue. Vous avez passé une partie de votre enfance, une partie de votre vie aux États-Unis. Au point, pardon, que nous ne discernons plus tellement ceux de vos écrits en anglais. Moi non plus. Initialement, puis traduits, et ceux écrits d'abord en français, et puis traduits, parfois par vous-même, et même, parfois, en même temps. Donc, sacrée acrobatie, j'espère que c'est prévu dans les questions de Simon, que vous pourrez en parler. Vous êtes classé parmi les 10 auteurs les plus lus et les plus publiés en France et traduits dans une quarantaine de pays. Le succès littéraire qui vous propulse est paru en 2007. Elle s'appelait Sarah, best-seller vendu à 11 millions d'exemplaires aux éditions Héloïse d'Ormesson et traduit dans 38 langues, adapté au cinéma. Comme certains autres, d'ailleurs, de vos romans, Boomerang en 2015, Mocha en 2016, Tout contre elle en 2018, d'après votre roman Spirale, et bientôt, me semble-t-il, Les fleurs de l'ombre, votre roman de 2020. Vous avez toujours aimé écrire, très jeune, dès l'âge de 10 ans, des lettres, votre journal intime, mais aussi des nouvelles et des petits romans. Vous êtes également, vous avez des auteurs fétiches. Vous avez publié des bibliographies, celle de votre romancière préférée, Daphné du Maurier, et puis également, vous êtes amoureuse de l'art, paru en 2018, la biographie de Tamara de Lempicka, Tamara par Tatiana, paru aux éditions Michel Lafon. Vie d'une peintre polonaise représentative du mouvement Art déco. Également scénariste pour la série Affaires familiales, diffusée sur TF1 en 2000, pour laquelle vous avez écrit certains épisodes. Et puis le film de Martin Bourboulon, Eiffel, sorti en 2021. Et puis, ce qui nous réunit ce soir, donc votre dernier roman, écrit en français, celui-ci, paru aux éditions Robert Laffont au mois de septembre dernier. C'est un ouvrage différent. Nous sommes ravis de vous recevoir. Je suis ravie de vous recevoir pour celui-ci. Singulier parce qu'il contient, nous le verrons, beaucoup de vous-même et de votre expérience. Original également par sa forme. Il démarre comme un polar, puis invite de façon inattendue l'auteur Émile Zola, que vous adorez, et qui devient un personnage à part entière dans ce roman, bien que ce ne soit pas une biographie. Donc un point de vue qui n'exclut pas non plus la présence de vos thèmes de prédilection qui caractérisent votre écriture, l'empreinte des lieux, la mémoire des murs, les secrets de famille, et ici le thème de l'emprise d'une femme sur une autre, plus jeune. Vous dites que le passé nous façonne et nous projette vers le futur. Mais ici, ce titre, je dirais optimiste, nous irons mieux demain, devrait s'ouvrir cette fois sur une fin de bon augure. Et puis, vous nous direz aussi d'où émane, quelle est la provenance de ce titre-là. Donc, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Le schéma est toujours le même, 45 à 50 minutes de jeu de questions-réponses entre Simon et Madame Deroné. 3, 4, 5 questions et puis on retrouvera l'auteur pour la dédicace dans le hall. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Merci à vous. Bonsoir à toutes et tous. Tatiana Deroné, bonsoir. Bonsoir Simon. Alors, au départ, vous n'aviez pas prévu d'écrire un roman où était Zola. Comment ça s'est passé ? Alors, ça a été une expérience assez inattendue et incroyable.
D'abord, j'aimerais que vous vous rappeliez de ce que vous faisiez en mars 2020. Mars 2020, c'est le moment où tout s'est fermé dans nos vies, vous vous souvenez? Voilà, et moi, je venais de publier Les Fleurs de l'Ombre. Et je m'apprêtais à faire une tournée de 27, 30 rencontres, et tout s'est arrêté, en fait. Et donc, je me suis retrouvée derrière mon bureau. Alors, vous me direz, oui, bon, les écrivains sont souvent confinés, certes, mais c'était quand même une ambiance un petit peu angoissante, tout ça. Hein. C'était pas vraiment, rappelez-vous, hein, nous étions face à quelque chose. D'ailleurs, certains d'entre vous sont masqués, ce virus n'est toujours pas parti. Donc, rappelez-vous de ce moment-là. Et donc, je me suis retrouvée derrière mon bureau, chez moi à Paris, enfermée, heureusement avec un homme très agréable, qui est mon mari, je précise quand même, je n'étais pas entièrement seule. Et je n'avais pas prévu, Simon, d'écrire du tout. J'avais prévu, de mars à décembre, une période de promotion. Il y a des auteurs, vous en connaissez certainement, qui sont capables de promouvoir leurs livres et d'écrire des livres en même temps. Je ne sais pas comment ils font, à mon avis. Peut-être. Ils ont un staff, ou alors ils prennent des produits que je ne connais pas, il faudrait peut-être que je leur demande. Donc en tout cas, moi, je peux seulement faire écrire, promouvoir. Donc là, je n'avais pas d'idée. Et donc, il fallait que j'écrive parce que, d'abord, c'est ce qui me permet d'avancer. C'est ce que je fais depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et donc, j'ai pris vraiment une première idée qui est arrivée dans ma tête, comme ça. Je me suis dit, je vais écrire un polar. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je suis partie dans une direction de polar. Je me suis imaginée mettre en scène 2 femmes différentes, une femme un peu angoissante, une femme plus fragile. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement que cela avait déjà été fait, finalement, que c'était assez manichéen. Ce qui m'intéressait plus, c'était un peu les zones d'ombre entre ces femmes, et pas vraiment une méchante, une gentille, mais tout ce qu'en fait, elles n'osent pas dire. Et donc, j'étais bien partie dans mon polar, enfin, je croyais, hein. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez stupéfiant. J'étais page 70, vous voyez, au moment où une de mes héroïnes doit se rendre chez l'autre héroïne pour chercher des affaires après un accident. J'étais assez contente dans mon polar. Je me suis dit, voilà, j'avance, au moins je ne pense plus à la pandémie, je suis dans ma petite bulle d'écriture, je suis tranquille. Et là, il se passe quelque chose de totalement inattendu. D'ailleurs, j'en ris encore quand j'y pense, parce que à quoi ça tient l'écriture finalement? C'est souvent l'inattendu. Dans cette bulle d'écriture, on est vraiment très seul, Simon. Personne ne peut venir vous embêter. D'ailleurs, souvent, les gens peuvent dire « Qu'est-ce qu'il y a à dîner ?» Vous ne répondez pas. Les gens posent une question, vous n'entendez rien. Mais là, quelqu'un frappe à cette porte d'écriture. Je suis un peu agacée. Cette personne refrappe à nouveau, et là, je me lève, très énervée, et je vois un petit gros monsieur barbu avec des besicles, et je reconnais immédiatement mon autre écrivain préféré, Émile Zola. Daphné et Émile. Et là, je lui dis, écoute, Émile, excuse-moi, hein, pardon, mais je suis en train d'écrire un polar. Il n'y a pas du tout de la place pour toi ici. Je ne sais pas d'ailleurs ce que tu fais là. Mais moi, j'écris mon polar. Mais bon, Simon, vous connaissez bien Émile Zola, comme moi. C'est lui qui a écrit J'accuse. C'est lui qui a écrit Germinal. Enfin, c'est un homme qui a quand même une certaine poigne. Il me regarde avec ses beaux yeux marrons et il me tend une lettre. Je l'ouvre, je la regarde. Ça commence par « Chère femme adorée, je ne pourrai pas me rendre chez toi mardi. » Et là, tout d'un coup, je comprends qu'à travers le prisme de la mémoire des murs, Émile Zola s'invite dans mon livre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je ne l'attendais pas. Mais il est arrivé. C'est vrai, comme vous l'avez relevé, vous avez souvent ces rapports presque d'amitié avec des auteurs morts. C'était le cas avec Daphné du Maurier. Mais revenons un peu donc, en arrière et racontons votre rencontre avec Émile Zola. Vous aviez 11 ans, oui. Il me semble. Alors, un peu plus vieille, je pense. Je pense que j'avais 13 ans. Et nous avions un professeur de français qui s'appelle Madame B. D'ailleurs, j'aimerais bien la retrouver, parce qu'elle est très importante. Dans classe de 3e, ou 4e plutôt. Et Madame B était assez, comment dire, invisible. On ne l'entendait pas. Elle avait une petite voix comme ça. Elle avait un impair.
Et nous étions une classe assez dissipée. Nous n'étions pas très gentils avec Madame B. Et donc, elle est arrivée un jour avec un gros livre. Et nous a dit, bon, écoutez, je vais vous faire découvrir un auteur qui s'appelle Émile Zola. Alors, on l'entendait à peine. On était là, on chahutait. Elle dit, je vais vous lire quelques passages de l'Assommoir. Oh, l'Assommoir, assommant. Enfin bref, vous voyez le genre. Madame B ouvre le livre et là, c'était une explosion. Elle commence à lire et elle change de visage, elle change de ton. Sa voix explose et ses premiers mots étaient « chameau, salope ». Et alors là, évidemment, elle avait toute notre attention et elle nous lit une scène dans un lavoir où il y a cette blonde Gervaise qui est absolument furieuse contre une certaine Virginie, une brune qui a l'air assez perfide, et elles se battent, elles s'arrachent leurs vêtements, et surtout il y a ce moment inouï où Gervaise s'empare d'un battoir et déculotte Virginie, et donc Zola l'écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente ou qui l'imagine, il y a cette scène où on voit les fesses blanches de Virginie qui deviennent rouges avec les coups de battoir, donc nous étions transportés dans ce lavoir dans le 18e arrondissement, exsangue, pendu aux lèvres incolores de Madame B. Et après, Madame B a fermé le livre, où elle a lu pendant comme ça 10 minutes. Bon, écoutez, vous allez continuer à lire l'Assommoir. Et moi, je suis rentrée à la maison. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse d'Émile Zola. Donc merci Madame B, parce qu'elle est très responsable de beaucoup de choses. Et alors après, vous avez lu les Rougon-Macquart dans l'ordre? Après, non, alors j'ai pas lu dans l'ordre en fait. J'ai lu une première fois dans un désordre total, une deuxième fois dans l'ordre, une troisième fois dans le désordre. Et j'ai récemment lu plein de livres d'Émile Zola que je ne connaissais pas, comme par exemple la trilogie des Trois Villes. Je ne sais pas si vous savez qu'il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Lourdes. Et Dieu sait que, a priori, ça ne m'intéressait pas tellement, des histoires de grottes, d'apparitions, mais il faut faire confiance à Émile Zola quand même. Il arrive à rendre Bernadette Soubirous haletante. Croyez-moi, lisez-le, lisez Lourdes. Alors, vous avez ensuite, dans votre dernier roman, Célestine Dubac, il était déjà question de Zola. Quelque part, vous l'aviez écrit il y a longtemps, c'était un retour aux sources. C'est ça, en fait, ça c'est un roman qui est resté, on va dire, coincé dans une malle pendant 25 ans. C'est un livre que j'avais écrit après la parution de mon premier roman en 92 ou 93. Et mon éditeur de l'époque, on ne va pas dire de nom, l'avait jugé inclassable. On m'a beaucoup sorti ça, hein, pour elle s'appelait Sarah, inclassable. Bon, bref, je suis un auteur inclassable. Et Émile Zola apparaît déjà dans Célestine Dubac, puisque mon jeune héros, Martin Dujeu, veut devenir écrivain. Et Émile Zola est son auteur préféré. Donc j'avais déjà évoqué. Et quand Célestine Dubac a été publiée il y a 2 ans, donc en connaissant un joli petit succès, c'est un livre qui a beaucoup plu pendant la pandémie, ça parle d'amitié, de main tendue et d'Émile Zola d'une certaine façon. Et c'est là où tout d'un coup, Émile est revenu dans ma vie. Il avait été un petit peu éclipsé par Daphné du Maurier qui avait pris le dessus, mais vous savez, quand on est franco-britannique, on vit une sorte, c'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est très difficile, par exemple le match de foot, c'était très compliqué pour moi, hein. Je suis désolée, mais voilà, je suis contente que la France ait gagné, mais je suis quand même triste pour les Anglais. Bon, bref. Donc, du coup, Émile Zola s'est réinvité dans mes lectures. J'ai relu Thérèse Raquin, j'ai relu tous ses livres, et j'ai lu surtout sa correspondance avec Alexandrine, sa femme, et avec Jeanne, son amour inconnu. Et donc, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, que je revis avec Émile Zola, à tel point qu'il s'est carrément invité chez nous au désespoir de mon mari, qui déjà souffrait beaucoup de la présence de Daphné du Maurier lorsque j'écrivais Manderley Forever, et là trouve qu'Émile Zola est un petit peu omniprésent. Mais bon, vous voyez, d'ailleurs il est là ce soir, hein, il est juste là-haut, je le vois. Salut Émile. Il est toujours là, il est près de moi. Alors vous parliez à l'instant de Jeanne Rosereau, il est question de sa correspondance, et c'est par là que l'héroïne Candice commence à apprendre Zola. Vous avez une tendresse pour Jeanne Rosereau, pour sa femme également. Quel rapport vous avez avec elle? Comment vous l'avez appréhendée? Pourquoi avoir mis sa correspondance en premier?
Alors c'est vrai que Jeanne Rosereau est une femme de l'ombre. Vous la réhabitez? En fait, je pense que ce qui m'a toujours frappée et émue dans la vie d'Émile Zola, et d'ailleurs j'en ai parlé avec son arrière-petite-fille, qui est une femme fascinante, Martine Leblond-Zola. Émile Zola n'a pas pu choisir, en fait. Il était marié avec une femme qu'il aimait profondément, qu'il a réussi à l'aider à construire l'extraordinaire écrivain qu'il est devenu, qui a toujours été là dans les moments compliqués, les moments difficiles, les débuts difficiles. Et puis sur le tard, et puis il n'avait jamais réussi à avoir d'enfant. Et sur le tard, elle embauche une jeune lingère, ils ont tous les deux la cinquantaine, Jeanne Rosereau a à peine 25 ans. Et là, évidemment, c'est le coup de foudre. Alexandrine Zola a su bien plus tard que son mari avait donc eu 2 enfants avec Jeanne, qu'il était installé dans un petit appartement de la rue Saint-Lazare, près de la rue de Bruxelles où il vivait. Donc ça a dû être absolument abominable pour elle lorsqu'elle l'a découvert. Mais ce qui est assez touchant, c'est que... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de la vie de Zola parce que j'aimerais que vous le découvriez, mais ces 2 femmes ont réussi à trouver une sorte de terrain d'entente. La mort d'Émile Zola, totalement inattendue et terrible et tragique, est venue un peu bouleverser aussi leur vie. Et donc c'est quand même assez incroyable de se dire que la descendance aujourd'hui d'Émile Zola, qui est prospère, hein, il y en a quand même beaucoup. D'ailleurs, Alexandrine Zola a tenu à ce que les enfants portent le nom de leur père, pas seulement le nom de leur père, mais il s'appelle carrément Denise Émile-Zola. Ce qui n'est pas facile à porter quand même comme nom, quand vous y pensez. Donc toute cette histoire d'amour, d'amour secret, de vie parallèle, vont trouver un écho dans la vie intime de mon personnage Candice, qui est une jeune femme de 28 ans. Un deuil. Voilà. Je précise qu'elle n'a jamais lu Émile Zola. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais lu Émile Zola, ce n'est pas grave. Candice non plus. Donc, on ne rentre pas, ce n'est pas une biographie d'Émile Zola, ce n'est pas un essai sur les Rougon-Macquart. D'autres personnes ont fait ça brillamment. En fait, ici, je vous emmène dans sa vie d'homme, de père, d'amant, et surtout, vous allez voir, j'espère, apparaître un Zola que vous ne connaissez pas. Peut-être avez-vous des souvenirs scolaires un peu laborieux de lui, mais vous allez voir, il va vous apparaître autrement. Et d'ailleurs, le plus joli compliment qu'on puisse me faire en ce moment, c'est « j'ai lu votre livre, j'ai envie de lire tout Zola » ou de relire tout Zola. Ça me plaît beaucoup. C'est un roman de l'apprentissage de Zola, finalement, parce que beaucoup d'œuvres passent et s'articulent à l'intrigue. Thérèse Raquin, Germinal, Au bonheur des dames, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut apprendre par ce roman. Alors, venons-en à l'emprise un petit peu. Elle tombe donc sous l'emprise d'une fanatique de Zola. Dominique, qui est-elle, Dominique ? Alors, j'avoue que j'ai donné à Dominique, évidemment, mon fanatisme absolu concernant Émile Zola, vous l'avez compris. Elle est dingue de Zola comme moi. Donc, elle a tout lu, elle connaît sa vie. C'est une femme, on va dire, très mystérieuse. D'ailleurs, c'est un personnage que j'ai eu beaucoup de plaisir à façonner. C'est quelqu'un qui... vous ne pouvez pas lui mettre une étiquette. Vous ne pouvez pas dire « elle est comme ci, elle est comme ça ». Elle n'a jamais le même effet sur plusieurs personnes. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée le trouble qu'elle génère chez les gens. Elle sort les gens de leur zone de confort. Et ça m'intéresse beaucoup. On ne sait pas, au fond... Enfin, moi, j'ai ma petite idée, j'imagine que vous aussi. Mais on ne sait pas si c'est quelqu'un de particulièrement... elle a cette intensité qui désarçonne. Je me suis rendu compte que lorsque j'ai eu fini d'écrire le livre, il y avait une actrice qui me venait en tête comme ça, c'était Isabelle Huppert. Vous voyez ce côté très sec, à la fois un peu inquiétant et en même temps avec quelque chose de désarmant en fait,
et aussi une attraction, parce que c'est une femme qui ne laisse pas les hommes indifférents, même si on pourrait croire voilà, qu'elle a l'air un peu sage et un peu lisse comme ça. Eh bien non, mesdames et messieurs, pas du tout, du tout. C'est un personnage très surprenant qui, d'ailleurs, moi, m'a étonnée, puisque, encore une fois, Simon, je n'avais rien prévu dans ce livre. Je me suis laissée complètement embarquer par mes personnages. Et le matin, quand je m'asseyais devant mon ordinateur, je ne savais pas ce que Candice et Dominique allaient faire. Et parfois, ça a été des grandes surprises. Donc, c'est vraiment, contrairement à Zola, qui, lui, écrivait ses romans avec des fiches, voilà, tel personnage, il va se passer ci, il va se passer ça. Et bien moi, je me suis lancée, et c'était nouveau pour moi, je n'avais jamais fait ça. Je me suis lancée dans... enfin, c'est plutôt mes héroïnes qui m'ont prise par la main, et parfois, elles m'ont emmenée dans des endroits totalement surprenants. Les questions de la mort de Zola, qui est une question qui divise quand même. Pas beaucoup quand même. Hein. Non. Non. Bon, après, on le voit dans la bibliographie, le premier titre que vous citez donne la réponse quelque part aussi. Mais ouais. Qu'est-ce que pense, par exemple, son arrière-petite-fille? Alors, d'abord, je voudrais faire un petit test là dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever votre main si vous savez exactement comment Zola est mort? Ok. Voilà, ceux qui ne savent pas, maintenant baissez la main. Ceux qui ne savent pas, levez la main. Voilà. Donc, nous n'allons pas tout déflorer. Puisque beaucoup de gens pensent qu'Émile Zola est mort de sa belle mort dans son lit, un vieux monsieur, comme il avait l'air un peu fatigué. Il n'avait que 62 ans. D'accord ? Il venait de rentrer d'un exil assez pénible en Angleterre. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que la Franco-Britannique s'est beaucoup amusée de son exil anglais. Il détestait la nourriture anglaise, il ne supportait pas les fenêtres, la météo. Il n'y avait que les Anglaises juchées sur leur vélo qui trouvaient grâce à ses yeux. Mais plus sérieusement, on sait maintenant comment et pourquoi Émile Zola est mort. On n'a pas de preuves. On sait que c'est un rapport avec l'affaire Dreyfus. Son arrière-petite-fille me le dit voilà, très ouvertement. C'est certainement... on ne peut pas utiliser le mot assassinat, mais on n'en est pas loin, en fait. Émile Zola, voilà, c'était au 21 bis rue de Bruxelles. C'est un lieu qui est maintenant devenu une start-up. Dans mon livre, j'en fais un cabinet de notaire. Mais cette mort, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à le lire, je ne savais rien de cette mort. Je l'ai découverte tardivement. Et en faisant mes recherches, et en lisant toutes les excellentes biographies que je vous conseille d'ailleurs à la fin de mon ouvrage, notamment celle d'Henri Troyat, et puis celle d'Evelyne Bloch-Dano qui a écrit Madame Zola, qui est remarquable, vous verrez que c'est une tragédie en fait. La mort d'Émile Zola est une tragédie, mais à l'époque, quand il est mort, c'était le 29 septembre 1902, on ne pouvait pas dire qu'il a été assassiné puisque l'affaire Dreyfus n'était pas encore vraiment terminée. C'est quand même une affaire qui a mis la France à feu et à sang, qui a profondément divisé la France, vous le savez. Et donc pendant très longtemps, les circonstances de la mort d'Émile Zola ont été vraiment tues. Il y a eu des livres qui sont sortis plus tard, qui sont restés dans une espèce d'indifférence. Mais voilà. Je ne peux pas vous dire qu'on a des certitudes, mais je peux juste vous dire que, vous verrez, c'est une grande tragédie, c'est très triste. Et ce qui m'a le plus troublée aussi, sur sa maison à Médan, où je vous invite à y aller, hein, c'est devenu un musée. C'est pas très loin de Paris, c'est dans les Yvelines. Et il y a écrit dans le mur de cette maison, Émile Zola a passé sa dernière journée ici. 28 septembre 1902. Et là, j'ai vraiment eu un choc quand j'ai vu ça, parce que le 28 septembre, c'est mon anniversaire. Et donc, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un choc. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que la mort de Zola trouve son chemin dans ce livre, mais exprimé d'une façon très particulière, pas comme une biographie, comme autre chose. Donc, c'est Dominique qui va s'en charger avec sa voix, sa personnalité, vous verrez, un peu particulière. Et donc, la scène où elle explique la mort d'Émile Zola est assez particulière, vous verrez.
Vous parlez de la voix de Dominique, elle a plutôt une voix grave. Oui, elle a une voix assez grave. Oui. Et il est question... Et sa voix est très importante puisque Candice est ingénieure du son. Et donc cette voix aussi va trouver une façon, puisqu'à un moment, il va y avoir une sorte de symbiose, de mariage extraordinaire entre la voix de Dominique et les textes de Zola. Et c'est comme ça aussi que Candice va s'approprier les phrases et les mots de Zola. Et quelque part, par ce biais de l'auditif, quelque part, par ce côté sensoriel, vous avez voulu rendre hommage à la poésie de la langue de Zola, qui est bien souvent méprisée. Souvent, il y a des gens qui disent qu'il a un style plat. Mais c'est pas vrai, enfin. On a toujours entendu ça. Et, oui, non. Et là, avec ce côté, voilà, par l'écoute. Oui, c'est vrai. Et puis, vous savez... vous lui rendez justice. Je voulais rendre aussi justice aux ingénieurs du son. J'ai eu l'occasion récemment d'enregistrer plusieurs de mes livres pour des audiolivres. C'est voilà, ça le vent en poupe, en fait, depuis le confinement. Beaucoup de gens écoutent les livres. Des gens aussi qui sont malvoyants, et puis des gens qui aiment, en voiture, par exemple, écouter une voix. Alors, ce que je ne savais pas, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent pas lire leurs livres. Et on m'a dit, mais Tatiana, si vous voulez lire vos livres, bah, écoutez, vous passiez un casting. Alors, j'étais un petit peu angoissée. On m'a donné deux ou trois noms d'auteurs très sûrs d'eux qui se sont fait recaler parce qu'ils ne savaient pas lire. Donc, je suis allée à mon casting un petit peu angoissée. Et je l'ai passé. Et donc, j'ai enregistré Elle s'appelait Sarah, j'ai enregistré Tamara par Tatiana, j'ai enregistré Les Fleurs de l'Ombre et j'ai enregistré Nous irons mieux demain. Et donc, c'est comme ça que Candice est une ingénieure du son, parce que c'est un métier très précis, c'est un métier aussi de l'ombre dont on ne sait pas grand-chose. Et donc, Candice, elle entend des choses peut-être que vous et moi, on n'entend pas. Il y a des sons qu'elle ne supporte pas, et puis il y a des voix dont elle tombe amoureuse. Et évidemment, la voix de Dominique va quand même rajouter à cette emprise que nous évoquons. Puisqu'il est question de lecture, est-ce que vous avez écouté des livres audio de Zola? Si oui, lesquels? Alors, j'ai écouté, en fait, je voulais faire un test pour voir qu'est-ce qui existait concernant Zola en livre audio. Moi, j'ai un petit problème avec... Alors, j'ai rien contre les comédiens de livre audio, il y en a peut-être ici ce soir. Mais je trouve que souvent, les comédiens de livre audio, ils ont des voix très plates. C'est toujours un peu la même chose, c'est toujours d'une façon très comme ça. Quand c'est un auteur qui lit son texte, ça donne tout de suite quelque chose de très personnel, en fait. Et donc, j'ai écouté, il me semble, une partie de l'Assommoir, la fameuse scène du lavoir, j'avais envie de l'entendre. Mais je trouvais que Madame B la lisait mieux. C'est-à-dire avec quelque chose de personnel et de pas fatalement pro et lisse. Vous voyez ce que je veux dire? Avec de l'émotion, en fait. Moi, c'est l'émotion qui me touche dans une lecture. Quand on sent que la voix est parfois un petit peu... qu'elle transmet quelque chose qui n'est pas une perfection de comédien. Mais vous devriez peut-être enregistrer Zola, vous, faire les livres de Zola. Mais alors, une bonne idée? Je vais vous dire, j'ai découvert que c'est plus facile de lire son propre texte. Lorsque j'ai lu Elle s'appelait Sarah, je n'arrêtais pas de buter sur toutes les phrases. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas mon texte, en fait. Moi, j'ai écrit Elle s'appelait Sarah en anglais. Et là, je lisais la traduction d'Agnès Michaud, fort bonne traduction par ailleurs. Mais j'ai eu beaucoup de mal à lire Elle s'appelait Sarah dans sa version française. Et donc, j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi, à moins de m'exercer. Surtout qu'Émile Zola a quand même une langue, un style... Voilà, donc je n'oserais jamais m'attaquer au livre audio d'Émile Zola. Je pense que là, il faut quand même laisser le travail aux comédiens. Ils font ça mieux que moi. Alors, parlons un petit peu de méthode. On sait que la mémoire des lieux, comme vous le disiez tout à l'heure, a une place importante dans votre œuvre. Et est-ce que vous faites une topographie de chaque lieu ? En général, je sais que là, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que vous avez ce rapport c'est vrai que j'ai besoin de connaître le cadastre exact. J'avais exploré ça dans Les Fleurs de l'Ombre, où mon héroïne était une ancienne
géomètre en fait. Donc elle mesurait tout et moi ça m'intéresse beaucoup en fait l'état des lieux, comment est configuré un appartement dans lequel une personne que j'ai admirée a vécu, comment ce lieu de vie en fait devient un lieu de création, pas seulement là où l'écrivain a dormi, mangé, aimé, ou parfois est même mort, mais l'endroit où il a créé ses plus belles ses plus beaux textes. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Lorsque j'ai été sur les traces de Daphné du Maurier en Cornouailles, j'ai vu la maison où elle a écrit son premier roman. Virginia Woolf, je suis allée dans sa maison Monk's House près de Brighton. Ça aussi, ça a été un grand moment pour moi de voir son bureau, voir son lit. Je suis même assise sur son lit. Augustin Trapenard, qui m'a interviewé à ce moment-là, m'a dit voilà, asseyez-vous sur le lit. Donc je l'ai fait. Je m'assise sur le lit de Virginia Woolf. Je vous assure que ça fait quelque chose. Et pour Émile Zola, en fait, comme j'avais tellement l'impression d'être proche de lui par tous ces romans que je relisais, sa correspondance, quand je me suis rendue à Médan et quand je me suis rendue dans ce cabinet de notaire qui est maintenant le 21 bis rue de Bruxelles, en fait, c'est comme une sorte de hommage. C'est venir chercher son sillage, en fait, pas ses traces, parce qu'évidemment, il ne reste rien, mais c'est ici que s'est passée cette magie de la création qui est toujours fascinante quand on aime un auteur. C'est son sillage, en fait. En arrivant à Médan, en arrivant au 21 bis rue de Bruxelles, même si les lieux ont vraiment changé, et là, il faut faire tout un effort d'imagination parce que ce sont des bureaux tout lisses, tout blancs, eh bien, j'ai quand même réussi à faire venir, allez, on ne va pas dire le fantôme, mais l'esprit d'Émile Zola devant ces jeunes start-upers absolument hallucinés qui travaillaient dans la pièce où il est mort, et qui ne le savaient pas d'ailleurs. Et donc j'ai expliqué, j'ai fait exactement ce que fait Dominique dans le livre, je leur ai expliqué exactement ce qui s'était passé là. Et ils étaient absolument médusés. Donc le cadastre de l'intime est pour moi un moyen infaillible, très littéraire et en même temps très personnel pour moi, de mettre mes pas dans les pas d'un écrivain que j'admire. Donc je pense que je ne me fatiguerai jamais de ça. Jamais. Je le ferai toujours, encore et toujours. Est-ce que vous vous sentez proche aussi du naturalisme à la Zola ? Alors c'est vrai que lorsqu'on lit Thérèse Raquin, c'est une sacrée claque quand même. L'Assommoir avait déjà été pour moi une claque lorsque Madame B nous avait lu ce livre. C'est vrai que pour la jeune lectrice que j'étais et écrivaine en herbe, cette façon de mettre en scène la réalité telle qu'elle était, de ne pas prendre de gants, de ne pas se perdre dans un discours, on va dire, romanesque, de raconter les choses telles qu'elles sont, moi, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite donné envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, Daphné du Maurier, dans ses romans, elle disait qu'elle aimait gratter tout ce qu'il y avait sous la surface pour aller chercher tout ce qui était noir et horrible et ce que les gens voulaient cacher. Donc ils avaient ça en commun, Daphné et Émile, de nous donner la vérité sur leurs personnages. Et même si je vous rappelle par exemple la scène de la morgue dans Thérèse Raquin, quand les gens me disent « Ah oui, Zola, c'est un peu ennuyeux », je dis « Ah, d'accord. Lisez la scène de la morgue dans Thérèse Raquin. » Et là, il m'envoie un mot après en me disant « Ah oui, d'accord, d'accord. Ça n'a rien d'ennuyeux. D'ailleurs, on fait même des cauchemars. » Donc ça m'a parlé et ça me parle encore. Pourquoi ? Parce que on est quand même plongé dans un univers qui à chaque fois est très différent en ce qui concerne Zola, mais on est à fond dans ce qu'il... Zola, c'est jamais une phrase. Il y en a 15 pour vous décrire un camembert, par exemple, une rose, un grand magasin, une mine. C'est une sorte de kino-panorama de la description et qui parfois, c'est vrai, est difficile. Nous sommes dans des odeurs qui sont pas souvent très agréables, mais moi ça m'a plu. Voilà, donc j'ai adhéré. Il est beaucoup question du double à plusieurs niveaux. Il y a le double adultérin, il y en a d'autres doubles et il y a comme
un jeu de miroir, quelque part. Comment ça vous est venu, ça? Je n'ai pas fait exprès non plus, c'était très étrange. J'étais partie dans mon polar, puis Émile Zola s'est invité dans le polar, et petit à petit, il y a eu tous ces sortes de jeux de miroir, effectivement, qui se sont dessinés devant moi, et donc je les ai suivis, en fait, je les ai creusés, mais je ne suis pas partie bille en tête avec, on va dire, un résumé très précis. Je me suis laissée complètement emporter. Et même, je me suis étonnée moi-même. Toute l'histoire B, on va dire, du père de Candice, de ce qu'elle va découvrir sur lui, de ce qu'elle va découvrir dans un téléphone qu'elle va trouver, de cette autre maison, c'est venu au fil de l'écriture. C'était très étrange. Je n'avais jamais travaillé comme ça. Ça a été une expérience totalement enrichissante. Il y a autre chose qui se multiplie par un jeu de miroir, c'est les emprises. Il y a une double emprise, il y a une emprise, il y a aussi... comment ça vous est venu, ça? Alors, je n'étais pas partie non plus sur une emprise, puisque je vous rappelle que ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était justement tous les secrets de ces deux femmes. Candice, c'est une jeune femme de 28 ans, donc elle a perdu son papa du Covid. Elle élève seule un petit garçon. Et je n'avais pas du tout prévu non plus de lui donner un bagage émotionnel aussi personnel. Je ne m'étais pas assise devant mon ordinateur en me disant « elle va hériter de 2 ou 3 aspects de moi très personnels ». Et c'est quand c'est sorti que je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour faire demi-tour. Il fallait que j'explore cette veine personnelle que je n'avais jamais fait dans aucun de mes romans, puisque aucun de mes romans n'est personnel. Je me mets toujours dans la peau de mes personnages, mais ce n'est vraiment pas moi. Là, en fait, Candice, elle est sous emprise d'une maladie qui est très compliquée et que personne ne connaît vraiment, qui a explosé pendant le confinement, trouble du comportement alimentaire, appelé TCA. Et dans ces 3 petites lettres, on met boulimie, anorexie, hyperphagie, dysmomorphobie, c'est-à-dire tous ces troubles liés à la nourriture. Le fait qu'on ne peut pas avoir un rapport normal avec la nourriture, où on mange trop, où on ne mange pas assez, où on se fait vomir, où on fait du sport à outrance. Je suis tombée dans cette spirale-là à l'âge de 15-16 ans. J'ai mis très, très, très longtemps à m'en sortir. Mon entourage ne le savait pas. D'ailleurs, certaines personnes de ma famille, en lisant mon livre, l'ont découvert. Ça a été un choc pour eux. Et certaines personnes de ma famille n'ont toujours pas trouvé les mots pour m'en parler. Et j'ai découvert aussi, à force de tourner pas mal en ce moment dans des librairies, dans des salons, et le courrier que je reçois, ça m'a beaucoup touchée d'apprendre que beaucoup de personnes ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre de TCA. Ce n'est pas seulement un adolescent, une adolescente, ça peut être aussi quelqu'un d'un certain âge. Mais c'est un enfer. Et pour s'en sortir, il faut en parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé, quand le livre est sorti, je me suis dit, je peux encore faire demi-tour et dire c'est quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un que je connais, non, ce n'est pas moi. Parce que nous, les écrivains, on a l'habitude de vous mener en bateau. Hein. On est capable de vous faire croire plein de choses. C'est notre métier. Voilà. Mais là, je me suis dit, j'ai 60 ans, quand même. Si je ne suis pas capable d'assumer la part autobiographique que je mets dans ce livre et qui raconte donc d'une façon très précise ce que c'est que la boulimie, anorexie, qui est donc un combat, en fait. C'est un combat avec vous-même. Et certaines scènes sont dures à lire et ont été très dures à écrire. Et maintenant, j'ai un discours un peu plus rodé, puisque ça fait 2 ou 3 mois maintenant que j'ai pris l'habitude d'en parler, mais au début, c'était très, très, très compliqué pour moi de revenir sur quelque chose d'aussi personnel. Mais je ne regrette pas finalement, parce que ce qui me touche, c'est que certaines personnes me disent que le fait d'avoir dit que je souffrais de ça les ont beaucoup aidés. Vous avez peut-être entendu aussi parler de cette maladie par le biais de Princesse Diana, qui en souffrait beaucoup. D'ailleurs, dans The Crown, on le voit aussi. Jane Fonda, récemment, en a parlé. Elle a souffert 25 ans de sa vie. Donc, on peut s'en sortir.
c'est long, il faut se faire aider, on ne peut pas s'en sortir toute seule. Et Candice, il faut quand même dire que c'est quand même quelqu'un qui va aller mieux. J'aurais pas pu finir ce livre sur une note sur quelqu'un qui s'en sort pas. Je m'en suis sortie très tardivement, Candice s'en sort. Donc c'est quand même un chemin vers la lumière, ça c'est très important, il faut le dire. Je confirme en tout cas que la peinture de ce mal et ses ressorts psychologiques et ses symptômes est très convaincante pour qui a déjà observé le phénomène. Ça a été thérapeutique pour vous aussi? Il y a une sorte de... Alors, vous étiez déjà sorti peut-être, mais... Ça a été compliqué parce que ce livre n'est qu'une surprise, hein, vous l'avez compris dès le départ. Donc je n'avais pas du tout prévu de parler d'Émile Zola, ni de TCA. Donc ça a été compliqué de l'écrire, compliqué d'en parler, mais maintenant, avec le recul, je n'aime pas tellement le mot thérapeutique, je dirais que c'est plutôt... ça m'a apaisée et j'ai pu partager, j'aime beaucoup partager avec mes lecteurs. C'est pour ça que je viens à votre rencontre, c'est pour ça que je vais dans toutes ces librairies, par Mons et par Vaux, j'aime ça. Et je pense qu'à un moment, ce n'est pas mon premier livre, c'est mon 15e, et je pense qu'il faut être capable de dire « oui, j'ai vécu ça ». Et donc rien que d'être capable de dire ça, de l'admettre, ça m'a fait du bien, vraiment. Et j'ai eu des moments très émouvants, très touchants, que j'oublierai jamais. C'est un livre très surprenant qui m'a apporté vraiment autre chose. C'est un roman donc, de devenir soi, de l'acceptation de soi. Il est question des dictats de la société, du corps parfait, de l'injonction à être mince également. C'est vrai que on se rend compte que pouvoir mettre des mots sur cette souffrance, on se rend compte que aujourd'hui encore, beaucoup de femmes et d'hommes souffrent du regard qu'on pose sur eux. Ça peut aussi, ça se limite bien sûr au physique. Il y a tellement de choses qui font qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on manque de confiance. Candice manque de confiance en elle-même. Elle n'a jamais parlé de tout ça à qui que ce soit, comme moi d'ailleurs quand j'avais son âge. Et c'est vrai que c'est quand même un roman d'apprentissage. C'est quelqu'un qui va apprendre aussi à couper ses cordons. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui claque la porte au nez et à la barbe de sa famille, non. Couper ses cordons, ça veut dire prendre son indépendance. Ça veut dire devenir enfin soi-même. Ça veut dire comprendre qui on est. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Candice l'a compris. Vous allez voir comment et pourquoi. Voilà, elle a été un peu aidée. Moi, j'ai mis très très longtemps à comprendre qui j'étais. Et même en étant écrivaine, en me penchant sur d'autres destins, sur d'autres histoires, il y a beaucoup de choses que j'ai comprises avec ce livre-là. Donc, vous voyez, il n'est jamais trop tard dans la vie. On peut comprendre des choses à 60 ans. Heureusement. Et par l'érotisme de certaines scènes. Ah, j'étais sûre que vous allez me parler de l'érotisme. Parce que vous mettez en valeur des corps qui échappent au canon beauté, en vigueur. Quelque part, vous leur rendez justice aussi. Alors, très bizarrement, je ne sais pas pourquoi, Simon, mais dans mes derniers livres, il n'y avait plus d'érotisme du tout. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait voilà, il n'y avait plus de scènes un peu sensuelles. Est-ce que ça voulait dire que je m'étais bridée moi-même En tout cas, dans ce cœur noir du confinement, tout d'un coup, où vraiment mes personnages m'ont embarqué dans cette histoire. Donc Dominique, pour revenir à elle, est une femme qui subit, dès les premières pages du livre, un accident assez terrible. Elle va être amputée d'une jambe, ce qui ne l'empêche nullement de pleinement habiter son corps à l'âge qu'elle a, 50, 60 ans, on ne sait pas. Et lorsque Candice va se rendre chez Dominique pour lui ramener des affaires dans ce fameux appartement du 66 rue Saint-Lazare, vous verrez, eh bien, elle va faire quelque chose quand même d'un petit peu surprenant, mais pas tellement. Comme cette Dominique la fascine, elle va un peu fouiller. Elle veut en savoir plus sur qui est cette femme qu'elle a aidée lors de ce très grave accident. Et sous le lit, il y a toutes sortes de surprises, vous allez voir, et notamment une correspondance érotique. Et là, je m'en suis donné à cœur joie. Mais là, attention, je n'ai pas écrit un roman pornographique ni érotique, je vous précise.
Ce qui m'intéressait ici, c'était le trouble que cette jeune femme va ressentir lorsqu'elle va découvrir cette correspondance extrêmement précise, dont d'ailleurs je ne relève rien. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'effet que cette correspondance a sur Candice, en fait. C'est comme ça que je vous la décris. Vous ne saurez rien de ce qu'il y a écrit dans ces lettres. Vous ferez votre propre idée, j'imagine. Mais voilà, donc j'ai bien aimé me lancer dans cette... C'était encore une difficulté pour moi, décidément, hein, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé me lancer ces défis-là, et cette fameuse scène aussi de danse où on ne sait pas si c'est un rêve, on ne sait pas si c'est un fantasme, on ne sait pas si Dominique a mis quelque chose dans la tisane ou pas. Voilà, je laisse mon lecteur dans un trouble épouvantable, vous allez voir. Vous me direz. Oui, sur l'esthétique, c'est super. Et à propos, est-ce qu'il y a une adaptation grand écran qui serait prévue? Alors, c'est mon rêve. Je ne vous cache pas que en ce moment, il est en train d'être lu par beaucoup de producteurs. Le cinéma souffre beaucoup en ce moment. C'est difficile, hein. Le Covid a vraiment laissé, malheureusement, sa marque sur les salles, sur les productions. Mais bon, Les Fleurs de l'ombre est en train d'être adapté. Le film va sortir d'ici 2 ans. Donc j'espère que celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup. Je vous avoue que ce serait pour moi formidable. C'est toujours une récompense de toute façon quand on a un livre qui devient un film. Allez, pour finir, un casting idéal. Cette histoire d'Isabelle Huppert, je trouve que c'est pas si mal. Quelqu'un m'a parlé de Fanny Ardant aussi pour Dominique avec sa voix extraordinaire. La voix de Fanny Ardant, quand même, hein, c'est quelque chose. Et puis, ce sont des femmes d'un âge certain ou d'un certain âge, mais qui gardent toute leur allure, leur charisme, leur trouble. Et pour jouer la jeune Candice, qui est donc une jeune femme émouvante, mal dans sa peau, très attachante, vous verrez. Récemment, j'ai vu une série qui s'appelle En thérapie. Et il y a une jeune actrice qui est la fille de Sandrine Kiberlin et de Vincent Lindon, qui s'appelle Suzanne Lindon. Et moi, je trouve qu'elle ferait une Candice extraordinaire. D'ailleurs, je lui ai envoyé le livre. Elle m'a très gentiment répondu sur Instagram. Elle est en train de le lire. Donc, Inch'Allah. Et Candice est extraordinaire. Oui, voilà. Elle l'est. Je suis d'accord avec vous. Cette soirée est extraordinaire aussi. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Françoise Pentier.